Salut à tous, ici Jérémy alias Mister Cool pour la chaîne Canal Hors Café. Bonjour David. Bonjour. David de Souza. C'est ça, exactement. Ouais. Ton pseudo pour te trouver en général sur Mêlée, sur les tournois C'est Valhall. Valhall. Donc c'est mon pseudo pour partout. D'accord. En fait, comme le Valhalla mais avec un E à la fin. Parce que souvent pour les tournois, d'ailleurs ce fameux tournoi que tu as remporté à Je rêve et jouer. Exactement. Alors je devais y participer, j'étais pas présent, j'avais fait un tournoi la veille, le matin je me lève, j'étais éclaté, mal de tête, pas en état pour passer une journée de tournoi. Donc par contre j'ai suivi les résultats sur Mêlée, les résultats des rounds, tout ça. Le problème c'est qu'avec les pseudos, je ne sais pas qui c'était. Donc certains ils gardent leur prénom dedans, d'autres je ne savais pas. Donc je voyais avancer Valhall, je me dis mais c'est qui Valhall? Donc déjà bravo pour ce tournoi. Merci. À Je rêve et jouer, super. On s'était déjà croisés lors de tournois. Je crois à Tonon, peut-être sûrement. À Souko Game, on s'était croisés. Pour le Stitch. Ouais. Donc, on va parler un petit peu rapidement de ton résultat pour le tournoi à Je rêve et jouer, la boutique d'Antoine à Tonon. Comment ça s'est passé pour toi? Je veux dire, bon, ça s'est très bien passé puisque tu as gagné le tournoi. J'ai gagné. Est-ce que tu te souviens un petit peu de... Ouais, je me rappelle tout à fait parce que c'est encore à peu près. En fait, j'ai fait au total 5 tournois Ursula. Ouais. Le Je rêve jouer, pour moi, c'est celui qui me faisait un peu le plus peur, puisque c'est lui qui avait le plus gros niveau que j'avais croisé à Stitch, en fait. Okay. Déjà parce qu'il y avait, en théorie, il y avait 32 joueurs, donc c'est le maximum, entre guillemets, pour les boutiques, c'était... qu'il y avait en tout cas jusque-là. Que je me rappelle qu'au tournoi Stitch, il y avait eu beaucoup de gros joueurs et que j'avais été mis en difficulté plus sur ce tournoi-là que sur d'autres. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. Le format BO2 qui est tout nouveau, j'avais pu l'expérimenter sur 2 autres tournois avant Ursula. Un premier qui était un tournoi test justement, où j'ai adapté mon deck après par rapport à ce format-là et par rapport au deck tout court. D'accord. Et les rondes se sont plutôt bien passées puisque je fais les 2 premières en 2-0. Donc déjà ça fait prendre une grosse avance sur les points quand même. Et là c'était contre j'ai fait un miroir vert-gris en premier. Le deuxième, c'était un rouge-violet, qui est en général un match-up auquel j'ai un peu plus de mal depuis le chapitre 1. C'est un match-up que je déteste. Et après, troisième ronde, je tombe contre Thomas, qui est passé ici, on fait un 1. Non, d'abord Jimmy. D'abord, je tombe contre Jimmy à un match-up aussi miroir, on fait un 1. Et après, en fait, j'ai fait Thomas où on fait un 1. Et les 2 dernières, pareil que j'ai fait un 1 à chaque fois. D'accord. Il me semble, où j'ai fait que des 1 derrière. Ce qui m'amène à 23 points, donc ce qui est suffisant pour être qualifié, parce que en général, sur ces tournois, le top 8, c'est du 21 points. 21 points, et il y avait un qui passe à 20 points. D'accord. D'ailleurs, le format BO2 nous amène souvent à faire ces matchs nuls. Ouais, souvent, alors peut-être des fois à notre avantage parce qu'on récupère quand même des points, mais bon. Est-ce que tu aurais gagné ces matchs-là si c'était en BO3 ? Bon, actuellement, on ne pourra jamais le savoir. Je sais pas. C'est difficile de dire. Après, souvent, le fait du BO2, quand on gagne le premier, on est déjà un peu plus serein. C'est vrai que ça aide qu'on commence ou qu'on ne commence pas. Alors, quand on ne commence pas et qu'on gagne le premier, on est particulièrement serein. Parce que déjà, on sait qu'on n'a pas de défaite, on a au moins un nul. On sait qu'on a un avantage parce qu'on commence forcément le prochain, même si l'adversaire a perdu, on commence le prochain. Et ça met une sacrée pression aussi à l'adversaire de se dire j'ai perdu en ayant commencé. Et mine de rien, ça joue. Ça joue, alors que nous, on y va serein, lui, il va avec de la pression. Donc forcément, sous pression, on fait plus d'erreurs. Le format BO2, je le déteste à 4 rondes. Je l'ai expérimenté une fois sur un tournoi où c'est que 4 rondes, donc 16 joueurs. Parce qu'en fait, à 4 rondes, c'est pas compliqué. Vu que c'est 16 joueurs, c'est-à-dire que c'est directement top 4 et pas top 8, il n'y a que 4 rondes. Et en fait, les maths disent qu'on a le droit à un match nul et le reste, c'est que de la victoire en général. Ce qui fait qu'on a le droit à une brique, ce qui peut arriver même aux meilleurs joueurs. Bien sûr. Et derrière, on ne peut pas reperdre d'autres matchs. Je ne parle pas de perdre une ronde, mais de perdre un match. Pour l'avoir fait à 5 rondes, c'est déjà plus agréable, je trouve. C'est plus fluide, ça gomme un peu l'aspect aléatoire. Je pense qu'à 6 rondes, ce serait le mieux. Mais à 6 rondes et plus, du coup, je pense qu'un format comme Bologne, par exemple, à 9 rondes,
il y a moins ce côté aléatoire. Sur 9 rondes, ceux qui finissent dans le top 64, ils ne sont pas par hasard. Le premier, il n'y est pas par hasard. Au pire, la chance a fait qu'il était premier ou d'être quatrième. Donc on peut quand même se refaire quand il y a un peu plus de rondes. C'est ça. Quand même. À 4 rondes, avec un top cut à 4, en fait, c'est très très compliqué. C'est vrai. Et d'ailleurs, donc on parlait de ces matchs, mais tu as joué donc vert gris. Vert gris, exactement. Ouais. Un vert gris que j'ai modifié parce que j'aime pas trop la version de base. Okay. Normalement, je suis un joueur style song. C'est ce que j'allais dire. Hein. On te connaît surtout pour le Amber Steel que tu jouais et que tu avais l'air de bien maîtriser depuis un moment. C'est ça, sauf que Amber Steel Song, ça demande de l'entraînement. On continue, ça demande de connaître son deck, ça demande de le faire tourner. Souvent, il y a quand même beaucoup de non ancrables. Enfin, je le tourne entre 17 et 20 non ancrables, donc c'est beaucoup. Il est compliqué. Hein. Il faut savoir faire des bonnes rotations de pioche, des bonnes rotations de contrôle, savoir comment adapter le match-up. Ça demande de s'entraîner en continu. Et il y a eu un événement qui s'appelle la fermeture de Pixelborn, qui fait qu'avec mon emploi du temps, je ne pouvais pas me permettre j'arrivais plus à m'entraîner. Parce que Pixelborn, l'avantage, je suis rentré chez moi, je pouvais faire 2 parties le soir. Ou quand j'avais une journée de repos, vu que j'ai un planning qui n'est pas calé sur un rythme semaine-week-end, mais des fois je peux avoir une journée de repos comme aujourd'hui au plein milieu de semaine, je pouvais jouer tout seul. J'avais pas besoin de me dire il faut que je trouve 3, 4, 5 joueurs. On pouvait jouer tout seul. On pouvait jouer beaucoup de match-up, puisqu'on jouait contre n'importe qui. Plein de joueurs différents, parce que même si, admettons, tu es un très fort en rouge-violet, quelqu'un qui est tout aussi fort que toi, il ne va pas le jouer pareil. C'est-à-dire que ça se trouve contre toi, je vais gagner 90% des parties parce que je sais comment toi tu joues. Tout à fait. L'autre personne, je ne vais pas savoir. Donc, j'ai perdu la variété de joueurs, j'ai perdu l'entraînement, parce que globalement, depuis que Pixelborn s'est arrêté, j'ai joué que les tournois. J'ai pas du tout joué. Tout le monde a souffert un peu de ça. Hein. Surtout là, avant ces tournois Ursula, c'était un peu la panique. Et donc, pas de moyen de me peaufiner ma decklist, parce que ça peut jouer à 2-3 cartes près. Pas moyen de tester. Je me suis dit, je vais pas aller perdre du temps en tournoi pour me faire rouler dessus, parce que j'allais me faire rouler dessus, c'était sûr et certain. J'ai regardé les decks qui étaient majoritaires, et il y en avait 2, rouge-violet, vert-gris. Je déteste rouge-violet, donc je ne jouerai pas rouge-violet. Donc j'ai pris le vert gris, je l'ai modifié un peu à ma manière parce que j'aimais pas spécialement cette version avec la crique, les Ursula légendaires qui chantent 2 fois. Ça me plaisait pas. J'ai testé un Alors je te coupe un petit peu, c'est un deck un peu particulier parce que il paraît classique parce que tout le monde le fait à peu près de la même façon, mais à chaque fois on est face à la problématique, qu'est-ce qu'on pourrait modifier? Et en fait chacun trouve son petit truc sur ce vert, contrairement au violet rouge actuel où on sait qui est très classique, il marche bien comme ça, pas trop besoin de toucher. Mais le vert gris, c'est un peu un enfer de trouver sa petite carte, sa petite touche personnelle, qu'est-ce qui va marcher. Alors tu parlais de la crique, pour certains ça a été exceptionnel. Ah bah oui, un Diablo il passe à 3-3, donc déjà bagarre marche pas. Perdu dans l'hiver marche pas. C'est un enfer. Hein. Tuant la bête ne marche pas. Ça peut protéger potentiellement un Bucky contre une grosse Tinkerbell qui arrive qui fait un dégât. Donc oui, c'est... Et pourtant, il pose problème quand on l'a dans les mains, à certains moments. Moi, je le joue pas, donc je ne peux pas dire comment il le joue, j'aime pas ça, je le joue pas. Et j'ai regardé, là, il y a eu Fort Worth qui était il y a une semaine. Il y a pas mal de vert gris qui se ressemblent beaucoup. Donc beaucoup de... La version classique, c'est le Bucky, le Diablo, ça, voilà. Des Floodborn et beaucoup de petites Ursula, forcément, parce qu'on veut sortir des sons pour... des violets rouges qui ont de la pioche, les Soyez prêtes, les Big King and Dispute ou le Steel Song. Beaucoup de gros Ursula à 3 qui chantent 2 fois et après c'est beaucoup de Cruel Diablesse, ce genre de choses. Donc moi tout ça, tu as viré. Ça a viré. Ouais, j'ai vu des gens les avaient enlevés. J'avais testé en enlevant ça. J'ai fait les tests et ça a très très bien marché puisqu'en fait sur les 3 ou 4 cartes que j'ai un peu de surprise, en tout cas que j'avais surprise de ce que j'ai commencé début juillet, du coup 3 juillet, le premier Ursula. Maintenant il y a quelques-unes de ces cartes qui sont apparues dans certains decks et encore pas trop. En fait à chaque fois que je la sortais, j'avais la même réaction. C'était déjà ah tiens, elle fait quoi cette carte? C'est quoi cette carte? Et regarde, il joue pas ça d'habitude. Je fais oui, moi je le joue. Puis il la repose et il y avait 2 fois sur 3. Le tour d'après ils avaient oublié l'effet de la carte. Ils avaient oublié l'effet de la carte, je l'applique l'effet. Ah ouais, c'est vrai que ça fait ça. Et ça m'a rapporté. Je pense que j'ai gagné un nombre de parties juste là-dessus. Alors, je ne sais pas de quelle carte tu parles, mais je suis tombé
Alors je pense que c'est une amie à toi, Mina. Et j'ai joué contre elle à un tournoi à Suko Game. Et elle m'a sorti une Elga Sinclair. C'est ma liste, c'est ça? C'est exactement ma liste. Une carte que j'avais hésité d'ailleurs quand je regardais. Mais bon, j'hésitais à la poser. Mais au final, en tout cas avec Mina, je l'ai pris en pleine poire. À la Elga, elle a marché, elle a fait son effet des 3 que j'ai pris dans la tronche. Elle a marché à chaque fois. Le samedi avant, je rêve jouer, pas la veille, mais le week-end d'avant, donc le 13 juillet, j'ai fait Ikigai. La finale, je la gagne sur Elga. Ah ouais. Pareil, en fait, alors déjà, quand on la pose, c'est une footboard, donc c'est très bien. Elle est 4-4, donc pas de Médusa, pas de bagarre, pas de tout ça, donc ça c'est très bien aussi. Et surtout, en fait, elle arrive tour 5. Au tour 6, il y a une autre chose qui est merveilleuse, c'est la fée clochette. C'est ça, c'est le combo fée clochette et Elga. Et donc souvent, alors on pose la Elga, elle fait quoi? On regarde, il oublie. Donc déjà, souvent, il oublie. Oui, bien sûr. S'il a déjà un personnage de blessé, moi le tour d'après, je lui dis, moi je pars à l'aventure, je fais 2 de l'or et puis je tue ça. Ah, mais comment? Elga, 3 de dégâts. Ah, j'ai oublié. Et il y a aussi le côté, ça Elga, elle peut faire des dégâts si un personnage est blessé. J'ai un petit Diablo 1-2 par exemple sur le board. Il va dire je vais pas engager mes personnages parce qu'il va juste envoyer le Diablo pour mettre un de dégâts, partir à l'aventure, faire 3 de dégâts. Donc tous, à chaque fois. J'envoie rien à l'aventure, tout est safe. Je fais très bien. Je joue la Tinker, tout le monde prend un de dégâts et je tue ce que je veux derrière. Et ça, je l'ai sorti au moins 10 fois ce combo. Ah, c'est fou. Hein. Sur les 5. Et ça, c'est quelque chose que tu as perçu sur une decklist, un joueur qui l'a utilisé, ou tu as fouillé un peu dans tes cartes? Au moment où il y avait Pixelborn, il y a un joueur qui avait évoqué justement une decklist un peu grosse créature qu'il appelait avec Elga, la Tinker. Je ne sais plus exactement quelle était cette decklist, que je l'ai justement modifiée en fait. J'ai refait un peu un mix entre une decklist classique et une decklist grosse créature. J'ai fait mon mix et alors c'est débile, hein. C'est très très débile comment le deck a été fait. J'adore Morph, le personnage de Morph dans Planète du Trésor depuis que je suis là. J'ai dit je veux jouer Morph. Personne jouait Morph, j'ai dit je m'en fous, je mettrai 4 Morph. Donc de base, en partant de ça, je me suis dit il va falloir que je joue autour un peu de ce Morph, parce qu'il ne faut pas qu'il soit là pour faire joli, je veux jouer Morph. Donc, j'ai commencé à mettre un peu plus grosses créatures comme le deck que j'avais croisé sur Pixelborn. Et derrière, ma femme adore Atlantide, adore Elga Sinclair. Et je me suis dit tiens, ça a l'air pas mal. Vas-y, je vais jouer Elga. Je vais prendre Elga juste pour dire que j'ai joué le personnage que ma femme aime. J'ai testé un peu, en théorie ça passe, et en pratique ça a commencé à passer. J'ai fait un premier tournoi, donc le 3 juillet, le tout premier week-end, je sais plus, le samedi, qui était un tournoi test. C'était un tournoi test du BO2, déjà, parce que j'avais jamais fait de BO2. Un tournoi test du deck, parce que je l'avais jamais testé, hein. Il a été fait la veille. J'avais fait la veille parce que je ne pouvais pas m'entraîner avec Pixelborn, donc j'avais fait que de la théorie. Bon, le tournoi s'est pas mal passé, mais ça s'est pas très bien passé. De toute façon, il était là pour ça. J'ai testé, je suis rentré chez moi, j'ai dit bon, là on se pose. J'ai pris toutes les cartes un peu de side deck sur le côté, j'ai pris le deck que j'avais, j'ai fait mes modifications. Et derrière, ça a roulé. Ça a roulé puisque le lendemain, je vais à Aix, je fais un top 1. Le samedi d'après, je vais à Ikigai, je fais un top 1. Super. Le samedi encore, dimanche j'ai rien, 14 juillet. Le samedi d'après, la veille de Je rêve jouer, je vais à la Citadelle, je fais un top 4. C'est où la Citadelle? À Nyon, à la Citadelle des Jeux. Okay. Je fais un top 4 et le lendemain, du coup, je fais Je rêve jouer, je fais un top 1. Donc en fait, j'ai fait 3 top 1 et un top 4, plus ce tournoi d'entraînement au tout début où j'ai pas fait de... D'accord. Et toujours en gardant ces morphes. J'ai le même deck, il n'a pas bougé, j'ai pas changé une seule carte. Pourtant, c'est toujours un peu la sensation qu'on a de si on va poser morph, on va se le faire cibler, on va se faire attaquer et qu'on n'arrivera jamais à l'altérer. Au final, ça passe. En fait, s'il me cible morph, c'est qu'il me cible pas autre chose. Un Diablo, par exemple. Oui, c'est vrai. Ce qui est problématique, ça va être des Tinkerbell, parce que ça fait un dégât, morph meurt. Ça arrive tard. Si la personne en face joue pas gris, voilà, Tinkerbell n'est pas super représenté. Ça prend bagarre, effectivement, mais si mon mort prend bagarre, j'ai potentiellement un Diablo à côté qui prend pas bagarre. La carte vraiment chiante, c'est Tuons la bête. Tuons la bête, notamment avec le stylisson qui revient un petit peu. Mais après,
souvent ça passe quand même. C'est pas la carte que je joue le plus, elle peut aller très souvent en encre. Si elle arrive très tôt, elle peut aller en encre. Mais après, si sur mon mulligan, j'ai pas de Ursula 2, j'ai pas de Bucky, en fait mon T2 ça peut être un morph. Et derrière, ça veut dire que T3, j'ai ouverture pour une bête, ouverture pour un Robin, ouverture pour une Elga qui altère à 3. Je vois j'ai une ouverture pour un Flynn Rider qui altère à 2. Alors ça c'est beaucoup moins intéressant si j'ai pas le Bucky, mais qui altère ça veut dire que tu t'inquiètes pas forcément de ne pas trouver le Bucky au début. C'est toujours problématique. C'est problématique s'il n'y a ni Diablo ni Bucky, c'est compliqué. Mais après, l'avantage... Est-ce que c'est réellement une partie perdue? Pas forcément. C'est jamais perdu. C'est jamais perdu, ça va être compliqué. L'avantage de mon deck, c'est qu'en plus, vu que je suis avec ces grosses créatures, même si j'ai pas réussi à faire défausser toute la main de l'adversaire, même si j'ai pas réussi à prendre une énorme avance, en fait, arriver à 5-6 encres, si j'arrive à ce palier de 5-6 encres, d'ailleurs, je vais pouvoir jouer des créatures normalement qui vont me permettre soit de piocher, soit de faire des dégâts, soit de gérer le bord adverse. J'ai quand même un peu de mécanique de comeback. Après, forcément, ma decklist est beaucoup moins rapide early game entre guillemets qu'une Bucky classique. Je vais sûrement défausser un peu moins vite, je vais peut-être faire du lore un peu moins vite. J'ai pas cette Ursula qui double chante, même si pour moi en fait c'est un poids mort parce qu'on la met T3 et double chante T4. J'aime pas, c'est pour moi ça. Mais par contre, j'ai jamais perdu un miroir. C'est fou ça. Mais les miroirs, c'est toujours très simple avec ma decklist, je trouve. Parce que j'ai ce côté où, si on est en top deck, à moins que vraiment j'ai pas de chance, souvent je vais sortir des plus grosses créatures, à moins d'avoir 4 encres, en fait, ça peut être un problème. C'est le moment où je me retrouve un peu en difficulté, c'est si je bloque à 4 encres et que j'ai pas d'ancrable en main, je veux avoir ma 5e en fait. Dès que j'ai sécurisé la 5e, je sais que je suis un peu plus souple. Et pour la pioche, parce que souvent ce deck, l'ayant joué, j'avais l'impression de toujours avoir un peu ce problème de pioche et d'arriver au top deck. Alors, quand ça ne marche pas très bien et je le trouvais frustrant à cause de ça. C'est ça, quand ça roule pas, on peut se retrouver avec un problème de pioche. Alors après, souvent c'est soit j'ai réussi, si j'arrive pas à piocher, c'est que normalement j'ai eu Bucky, j'ai quand même réussi à jouer des alters, j'espère, pour défausser l'adversaire. Donc au pire, je suis au top deck, il est en top deck, mais le but c'est d'avoir un meilleur board que lui, un peu plus direct. Les mécaniques de pioche, Diablo, ça marche extrêmement bien. Donc tu n'as jamais eu envie d'aller chercher des petites cartes extra, comme la petite carte improvisée à 1 qui permet d'aller piocher une carte, ou ça rentre pas dans ce deck? En fait, j'ai ma 3e carte un peu surprise, qui est la Donald Alter. Ouais, j'ai vu un deck de Zan Sayed qui le jouait. Voilà. Mais je ne savais pas si le fait de donner une carte à l'adversaire... Il faut bien la mettre. En fait, c'est un énorme hameçon pour l'adversaire. Le but de la poser, il faut que l'adversaire ait plus beaucoup de cartes en main, ce qui est dans le but avec le Bucky, qu'il ait plus beaucoup de cartes en main, et d'abord un Bucky, voire 2 en jeu. En fait, c'est que cette carte qu'il pioche, il la pioche au début de mon tour. C'est-à-dire qu'en théorie, je suis censé toujours pouvoir lui faire défausser. Ouais, donc finalement, il n'a pas forcément gagné plus en fait au change. Au final, il perd même. En fait, il y perd et il ne faut pas la jouer si j'ai pas de Bucky, ou alors si j'ai un énorme avantage, ça va. Mais je vais la jouer si j'ai au moins un Bucky en main, que lui, il lui reste 1-2 cartes en main, ou même 2 Bucky en jeu, c'est parfait. Parce qu'au final, s'il la pioche, moi je lui fais défausser avant qu'il la joue, et moi ça me redonne une carte de plus. Ce qui veut dire qu'en piochant 2 cartes, j'ai plus de chances de choper mon Floodborn. C'est vrai. Et de lui défausser sa carte. Et jusqu'à, donc que ce soit à Aix, donc tout ce que j'ai fait à Aix et tout ce que j'ai fait à Ikigai jusqu'à la finale, tout le monde piochait. Tout le monde piochait avec le Donald. Je leur disais, donc je pioche je pioche une 2e avec mon Donald, tu as le droit de piocher une carte. Ils ont tous pioché. Jusqu'à la finale Ikigai, où il a compris en fait que ça m'arrangeait qu'il pioche, parce qu'en fait je lui défaussais à chaque fois les cartes. Et là où il m'a dit non, je pioche pas. Et c'est le premier à m'avoir dit non, je pioche pas, et il a compris que en fait c'était juste un énorme hameçon, parce qu'en fait il piochait des cartes. Alors s'il pioche une bonne carte, je lui défausse, il est déçu. S'il pioche une mauvaise carte, là tu pars du combo avec Diablo. C'est ça en fait, qui pioche et que tu repioches toi. Non, parce que c'est mon tour. En fait c'est mon tour. Non, c'est juste qu'il pioche sa carte au début de mon tour.
Mais je m'en fous en fait qu'il pioche sa carte, puisque De toute façon, toi, tu pioches aussi. je pioche, mais surtout je vais jouer un football et il va la défausser avec Bucky. Donc en fait, qu'il la pioche ou pas, moi je m'en fous. C'est juste moi j'ai une pioche, toi tu peux la piocher, mais Alors, je la défausse. Pourquoi lui ne voulait plus piocher? Parce qu'il a compris qu'en fait, la carte qu'il pioche avec mon Donald, je lui défaussais avant qu'il joue. Juste pour ça. Donc, Ouais. s'il se retrouve à piocher son top deck de Soyez prête, je lui défausse. Il a repère Voilà. directement derrière. Et comme il ne sait pas ce qu'il va avoir derrière et comme il ne sait pas ce qu'il va perdre, il préfère pas prendre le risque de parler Ouais, d'une je bonne comprends. carte. Et quitte à lui essayer de piocher pendant son tour pour jouer quelque chose pendant son tour. Parce que, en fait, Et d'ailleurs, peut-être même que les adversaires n'ont pas vraiment envie de cibler ce Donald quand ils connaissent pas bien en fait la combinaison. Ils vont se dire c'est super, cool, comme ça je piocher. pioche. Ouais, exactement. Donc je vais le laisser Souvent, tranquille. ils mettent 2 tours avant de se rendre compte. Ils vont me viser autre chose, ils vont me viser un Diablo ou quelque chose comme ça. Ils ont raison. Enfin, ils ont raison, je sais pas. Mais du coup, et après, ils se rendent compte, en fait, déjà, il aura 2. Il a 5 points de vie. Donc, ils se rendent compte, ah oui, mais en fait, je pioche, mais il me la défausse. Donc, en fait, c'est juste lui qui pioche. En fait, il se rend compte, lui, il pioche. Ouais. Et si en plus j'ai une bête, par exemple, sur le board, ou si j'ai 2 Donald, je me retrouve en fait à piocher 3, 4 cartes même, des fois. Si en plus je compte celle que l'adversaire a pioché au début de son tour, si j'ai un Diablo, encore une fois. Ce qui fait que, arrivé à ce stade du jeu, quand je joue le Donald, c'est soit que je suis vraiment dans la merde, c'est un peu mon truc de secours, soit c'est que je suis suffisamment bien, que je pioche suffisamment, parce que je suis sûr qu'en fait, en piochant 3, 4 cartes, je vais avoir un footborn et je vais le jouer. Et que tous les tours, il va y avoir un footborn, un footborn. Non, c'est bien. Voilà, donc, Une belle stratégie. Hein. Donc ça marche moins bien maintenant. Il commence à force de la sortir en tournoi, les joueurs la connaissent. Ouais, donc, comme toujours. Hein. Et puis le partage de certains decklists, j'avais vu ça avec Zen Sayed. Mais les gens avaient l'air d'avoir testé et pas avoir été très contents. Mais je pense qu'ils n'ont pas bien compris peut-être l'utilité ou toujours pareil de savoir manipuler son deck. C'est ça. Après, il est peut-être un peu plus dur à manipuler qu'un Bucky classique parce que j'ai un peu plus de non-ancrable. Ouais. Je suis un peu plus endgame avec j'ai Clochette à 6, Elga à 5, Flynn à 4 qui sont les 2 non-ancrables. Robin, la bête, le Donald, j'ai quand même des grosses valeurs de cartes. Mais quand ça tourne, ça tourne. Ouais. C'est un peu le même syndrome que le style song au final, où le style song est un peu dur à faire tourner, mais quand ça tourne, ça marche très bien.